C'est bon. Donc, on est 33 personnes. Ça continue d'entrer, mais je vais quand même commencer. Merci tout le monde d'être encore là cet après-midi. Ben, en tout cas, au Québec, c'est cet après-midi. Il y en a d'autres qui sont à d'autres moments dans la journée. Donc, ça va fonctionner un peu comme l'autre séance de débat que vous avez eue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Olivier aura une présentation de 40 minutes sous une thématique. Ensuite, moi, Isabelle, que je salue, Isabelle Chartrand du CA qui est avec moi. Isabelle, je vais te mettre en évidence pour que tout le monde te voit. Donc, Isabelle, merci beaucoup. Isabelle est co-animatrice avec moi. Donc, ensuite, vous serez divisés en sous-groupes. Pour discuter de la thématique, on va vous proposer des questions qu'on va vous présenter aussi avant de vous diviser. C'est nous qui gérons toutes les breakout rooms, donc vous n'avez rien du tout à faire à part que de vous laisser parachuter par les sous-groupes. On vise à peu près 6-7 personnes par salle pour discuter. Vous aurez 30 minutes là, pour aborder la thématique. Donc, sans plus tarder, je remercie Olivier de participer au rassemblement 2021. Donc, Olivier Alfieri, aujourd'hui, va nous parler de s'inspirer des pratiques de formation professionnelle en ligne pour favoriser l'innovation dans les études supérieures. Donc, Olivier, je vais te laisser te présenter plus davantage. Donc, je te cède la place et moi, Isabelle, on reste en arrière-plan pour gérer les questions ou les trucs dans le clavardage. Ouais, c'est super. Un grand merci au REFAD, à toi Kim, un grand merci Isabelle, à Robert, à Lise, à toute l'équipe, c'est partenaire à Olivier et à tous les autres membres du comité, de l'organisation de ce comité. Donc c'est toujours un grand plaisir là d'être présent et de pouvoir échanger avec la communauté et les membres du REFAD. Alors brièvement pour moi, bon, c'est pas la partie la plus importante, mais donc quelques points clés peut-être pour vous donner une idée. Je suis au doctorat depuis 3 ans, donc officiellement candidat au doctorat à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, où ma recherche porte sur des questions de présence, d'interaction en formation à distance, associées aux stratégies pédagogiques et d'enseignement et aux stratégies d'accompagnement ou de formation. Donc, je me promène pour l'instant dans tout ça et on verra un jour si je gravis la montagne. Puis si je vais à reculons, j'ai ma propre entreprise depuis 3 ans où j'aime me dénommer, bon c'était juste un point de vue personnel, là, mais comme un architecte de la formation digitale. Donc j'ai la chance d'œuvrer avec des compagnies privées, donc on est un peu dans une démarche différente où je les accompagne justement à digitaliser leur parcours de formation, souvent présentiel, ou des modules de formation plus en autonomie qu'on veut rendre plus hybrides. Et donc là, on est sur une autre approche de formation, une autre approche vraiment de transfert ou de développement de compétences. Mais on est quand même toujours on est quand même dans le même domaine, hein, entre un formateur et un enseignant ou un professeur. Les deux ont quand même le même objectif au final, c'est de développer des compétences, de transférer des connaissances, de développer des savoir-faire, des savoir-être. Et fondamentalement, ces deux sphères, quand vous faites de la formation dans le privé ou quand vous faites de l'enseignement, parce que j'ai la chance d'avoir 2 charges de cours, une à Ottawa et une à l'université de Hearst, on n'est pas dans la même dynamique. Et j'ai aussi la chance d'œuvrer avec mes collègues, évidemment, de l'Alberta aussi depuis 3 ans, à l'accompagnement technopédagogique des professeurs de cours en ligne, juste pour vous donner un petit peu d'idée. Avant ça, j'ai eu la chance de travailler au Centre franco-ontarien pendant cette année. C'est le Centre franco-ontarien, la personne d'Hubert qui est présent ce soir, enfin aujourd'hui, ce soir pour les Français, aujourd'hui pour les Canadiens, qui m'avait accueilli. Donc, c'était une belle expérience aussi, le Centre franco-ontarien. Et puis, avant ça, la Belgique, j'ai été enseignant j'ai été enseignant en secondaire, donc équivalent des 12-18 ans pendant cette année. Là, voilà, ça vous donne un petit peu le portrait. Alors aujourd'hui, j'aime me balader entre le privé et le public, c'est un petit peu le propos de cette présentation. Et j'avais lu un article de Philippe Lacroix récemment, qui est le gestionnaire de la Digital Academy en France. Bon, ils aiment bien les termes, donc c'est quand même une société privée qui a créé une sorte d'académie digitale et qui parlait justement de ces deux mondes qui étaient parallèles, qui avaient des objectifs assez proches, mais qui se côtoyaient très peu. Et je trouvais ça intéressant de peut-être partager avec vous quelques pratiques que certains connaîtront, peut-être d'autres moins, en tout cas d'échanger à propos de
approches pratiques professionnelles qu'on pourrait transporter dans l'enseignement supérieur afin d'innover ou de dynamiser notre pratique d'apprentissage et d'enseignement. Mais l'inverse est tout à fait vrai. Je pense que le privé a tout à gagner aussi à importer des stratégies d'enseignement, des pratiques de travail aussi du milieu académique, justement pour peut-être pas être uniquement dans la performance ou dans je vous dirais la transformation qui est souvent associée aussi évidemment à des budgets, à des objectifs business d'entreprise. Et ces deux mondes-là, à terme, un jour, peut-être arriveront davantage à coexister dans des modèles économiques. Donc ça, c'est plus une considération philosophique, mais aujourd'hui, on va être plus terre à terre, et donc je vais commencer avec une première, donc je vous partage un petit peu mon support, c'est une petite introduction pour vous donner ça, et je vous lance ça dans une seconde. Vous allez voir qu'on va aborder quelques idées que vous pourriez mettre en œuvre si vous le souhaitez dans votre pratique. Alors, voilà, donc c'est un petit peu ça l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Et encore, bonjour à tous les visages connus, bonjour à tous les visages inconnus, et j'espère que tout le monde aura 30 minutes, 35 minutes intérêt. Interrompez-moi quand vous le voulez. Je vais vous demander de participer avec moi pour certaines parties. Donc, sentez-vous libre de le faire ou de ne pas le faire, dépendant de votre degré de fatigue et d'énergie. Et vous voyez, je suis debout, alors ça me donne un peu plus de pêche aussi, ou alors d'énergie en tout cas. Donc, on va essayer d'y aller. La première chose, pour vous donner un petit peu mes sources, il y en a deux, mais ce n'est pas uniquement, mais il y a deux sources que je voudrais vous inviter à considérer aujourd'hui dans votre travail, dans les collèges, universités, dans les écoles secondaires. Il est évident qu'on va parler de cours en ligne, de formation en ligne, hybride en ligne, mais fondamentalement, je n'aborderai pas la formation en présentiel physique. Donc, tous mes propos sont vraiment et uniquement centrés dans un contexte d'apprentissage de formation en ligne et principalement et souvent hybride. Aujourd'hui, on va être un peu sur la classe virtuelle davantage, mais reste que c'est ça le propos. Le premier livre de gauche, qui est aussi un regroupement de consultants, de formateurs en France qui ont rédigé cet ouvrage-là, qui est vraiment assez récent et qui est vraiment intéressant, qui nous fait réfléchir sur nos pratiques d'animation. C'est quoi être un animateur? J'entendais à la radio quelqu'un qui disait être un professeur ou un formateur en ligne, c'est à la fois avoir les talents d'un chroniqueur de la radio, d'un présentateur de la télévision. Et je me dis que c'est pas bête là, parce qu'en fait, même en présentiel physique, on doit avoir des talents de communicateur dans les grands amphithéâtres et tout ça. Mais c'est vrai qu'à distance, on a cette caméra qui est devant nous, qui est devant vous. Et généralement, nous, face à notre télévision, ben, on n'est pas devant la caméra, on est devant la télévision. Et là, on est dans le plateau télé, on est dans le plateau télé de la formation. Donc, on est vu, on se voit. Souvent, mes clients, quand je fais des formations dans le privé, n'aiment pas se voir. On a un rejet avec notre propre image. En tout cas, l'ouvrage de gauche vous donnera des idées, si jamais, ce n'est pas un coût démesuré, qui peuvent vous intéresser sur des pratiques vraiment du métier plus privé, mais quand même animer des webinaires interactifs, des classes virtuelles interactives. À droite, alors lui, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand monsieur à découvrir, une grande collection, c'est tout ce qui concerne la ludopédagogie. Donc au départ, il vient de l'Inde, il s'appelle Tyagi. Il a développé toute une gamme d'approches pédagogiques, ludopédagogiques en entreprise. Et récemment, et c'était avant la pandémie, donc le premier ouvrage est sorti pendant la pandémie. Bon, j'imagine que l'occasion fait le larron, mais en même temps, l'ouvrage est intéressant, tandis que l'ouvrage de droite de Tyagi est sorti avant, donc lui, c'est comme un précurseur de ce qui nous arrive, et il vous donne ce qu'il appelle des activités dynamiques en ligne. On va en vivre une aujourd'hui. Il y en a 30 dans l'ouvrage, et je ne pouvais pas, en 30 minutes, vous en faire de trop, parce qu'il n'y a pas que ça que je vais vous parler, échanger avec vous, mais disons que si jamais il y a deux achats à faire pour les vacances, on espère pouvoir sortir et aller au lac, au chalet, à la plage, peut-être que ces ouvrages-là seront assez visuels, c'est intéressant. Alors, pour un premier petit exercice pour les petits oiseaux bleus que nous sommes peut-être, ou que nous ne sommes pas, mais vous pouvez quand même faire l'exercice même si vous n'êtes pas un oiseau bleu, mais si vous l'êtes, je vous invite à le faire vraiment authentique dans ça. Ça fait en même temps mousser un petit peu le conte du Réfad, ça ne fait jamais de mal. Donc l'idée, c'est de concevoir un tweet qui propose votre vision de l'innovation en apprentissage et enseignement en ligne.
Et on va mettre le petit mot-clic REPAD. Et puis, évidemment, comme vous le savez, Twitter, de manière générale, votre tweet, il vaut 2 $, chaque mot vaut 10 cents. Et j'aimerais bien qu'au minimum, vous essayiez de mettre 3 mots-clics, c'est-à-dire 3 hashtags ou 3 mots-clics. Alors, je vous donne quelques minutes. Pour ceux qui n'ont pas de Twitter, vous pouvez juste prendre un bout de papier et l'écrire en sachant que bon, si on a 2 $, on a droit à 20 mots, plus ou moins. Donc, ça donne plus ou moins la chaîne de caractères de Twitter. Donc, innovation en ligne en enseignement supérieur, c'est un vaste sujet, mais si on part simplement avec ce que vous pensez, ce serait quoi? Donc, je vous donne quelques secondes pour y réfléchir. Encore 15 secondes. J'entends vos cerveaux réfléchir. Donc, après, nous pourrons aller revoir ce que la communauté de cet après-midi a tweeté. Je n'irai pas l'afficher maintenant. Parmi la communauté, est-ce que quelqu'un parmi vous a l'envie, le goût, soit de prendre le micro et de me donner sa définition, soit de prendre l'outil d'annotation qui serait en haut de votre écran, si vous avez le droit d'annoter ce que je pense qu'est le cas, ou simplement de l'écrire dans le clavardage. Ouais. Je vous donne quelques minutes si une personne de la communauté, nous sommes 35, si une ou deux personnes souhaitent partager sa vision de l'innovation en apprentissage et en enseignement en ligne. Bon, dans les études supérieures, évidemment, mais ça pourrait être aussi dans le secondaire. On a un courageux ou une courageuse. J'ai entendu un micro qui s'ouvre. Allô? Allô, bonjour. Ah. Donc, si jamais pour la notation, en haut de votre écran, je suppose que Zoom devient un outil plus ou moins connu de tous, mais si jamais vous aviez un petit oubli, vous pouvez aussi prendre l'outil d'annotation, prendre le texte, si jamais vous voulez l'écrire, et vous pouvez l'écrire à l'écran. Ou dans le clavardage, je vais regarder le clavardage en ce moment. Nous avons quelques mots-clés de Chantal, collaboration, co-enseignement, co-construction. Donc, on a le co. Je vois que Kim rejoint Chantal. Nous avons le collège éducation, que je salue, et qui nous dit diversité, inclusion, avant-gardiste. Nous avons Hubert qui nous parle de transformation. Donc, ça nous donne un petit peu quelques idées. Donc, après cette séance-là, je vous inviterai, si jamais, si vous avez le goût, à vous dire ce qui est marqué sur Twitter. Qu'est-ce qu'on veut retenir simplement de ce petit exercice qui n'est pas révolutionnaire, mais ce n'est pas systématiquement, c'est quelque chose qu'on pratique, qu'on pense à pratiquer. Il est évident que pour créer un sentiment de communauté, utiliser Twitter se fait souvent dans le monde plus professionnel, pour les événements et ainsi de suite. Dans certains cours au collège ou à l'université, on voit apparaître le mot-clic du cours, certains étudiants l'utilisent. Mais aujourd'hui, vous pourriez juste regarder dans votre établissement, est-ce que la communauté d'apprentissage, est-ce qu'elle se fédère autour d'un média social à travers des mots-clics, à travers lesquels vous pourrez échanger pendant la session virtuelle ou en dehors, juste nourriture pour l'esprit dans la traduction. Alors, je vais effacer les quelques dessins. Et je vous remercie pour les personnes qui ont un clavardage, renouvellement de nos pratiques, liberté, souplesse, sortir des sentiers battus. Un grand merci en tout cas pour cette première réflexion. Alors, deuxième idée. Olivier, on va appeler ça l'histoire sans fin. Donc, c'est une activité en ligne qui est proposée par Stiagi. Donc, c'est une des 29.
Donc, Olivier est un professeur de cours en ligne, il a 41 ans, bientôt 42. Il donne un cours hybride sur les modèles médiatisés d'enseignement. Il souhaite améliorer les interactions entre la classe virtuelle. Il trouve que ses étudiants et ses étudiantes sont trop actifs et passifs, excusez-moi, je n'ai pas tout mis au féminin masculin, et qu'ils ne participent que très peu malgré les relances. Un jour, il décide. Il demande de compléter la fin de l'histoire et de m'envoyer de manière privée dans Zoom la fin de l'histoire en une ou deux phrases. Il demande de compléter l'histoire. Et donc là, je suis censé recevoir par ceux qui souhaitent faire l'activité, recevoir de manière privée la fin de vos histoires. Donc, pour rappel, pour m'envoyer un message privé dans le clavardage de Zoom, on doit aller dans Envoyer à, c'est pas tout le monde, c'est Olivier. Et à ce moment-là, choisir Olivier, puis envoyer la réponse uniquement à Olivier. Techniquement, il n'y a que Olivier qui va avoir la réponse. Même si je suis en partage d'écran, je ne pense pas que vous voyez ma boîte de clavardage. J'ai un doute, est-ce que ma boîte de clavardage elle passe à l'écran ou pas? Ou Chantal? Je pense pas. Non, c'est pas. Non, on ne le voit pas, lui. Non, c'est pas mal certain, mais juste, j'ai toujours un petit doute, même si il y a un milliard de fois, mais je sais pas. Parfois, je me dis, on ne sait jamais que ça change. Donc, techniquement, le but, c'est que vous ne voyez pas vos réponses les uns des autres. Donc là, je reçois 2 réponses. Je vais vous donner 3-4 minutes. Et je vais en lire quelques-unes après au hasard. Pardon, excusez-moi. Ok. Encore 3-4 nouveaux messages. Je vous donne encore une minute. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse non plus. Alors, je vais commencer à en lire quelques-unes au hasard. Et donc, celles qui ne seront pas lues, ce n'est pas parce qu'elles sont moins bonnes. On va les mettre par de l'avant parce qu'il y a beaucoup de participation. Alors ici, l'idée, c'est de vous permettre de donner vos réponses de manière individuelle. Et ça peut de permettre aux professeurs, on va revenir sur l'exercice après, de choisir les réponses qu'ils voudraient mettre en avant, voire de la comparer avec la sienne. Donc, si je recommence à regarder un petit peu, un jour, il décide de consulter ses collègues de travail pour connaître leurs stratégies les plus efficaces. Après tout, l'enseignement en ligne, c'est un travail d'équipe. Il décide de faire un jeu avec ses élèves, il décide de distribuer des badges de récompense, il décide d'analyser l'expérience de ses étudiants, il décide de donner la parole aux étudiants, il décide de modifier son approche, de se lancer dans une activité d'étudiants en groupe, il décide de renouveler ses pratiques, Donc voilà, c'est un petit peu ma réponse. Ma réponse était de dire qu'il décide de suivre une formation sur comment animer les classes virtuelles en ligne. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on veut retenir de ce petit exercice? Parce que là, je vous le fais de manière un peu ludique et contextualisée ce qu'on dit ce soir, par aujourd'hui. Mais l'idée de ça, donc on demande aux participants d'imaginer la chute d'une histoire inachevée. Ça peut partir dans tous les domaines de l'enseignement, mais c'est plus une activité que j'ai vue au départ dans la formation professionnelle en ligne, quand dans une formation plus académique. Donc on veut qu'on réfléchisse aux leçons qu'on peut tirer, à des conséquences d'une expérience concrète. Donc on prépare une histoire qui est en lien avec l'objectif pédagogique qui illustre le point qu'on veut faire. On crée l'histoire, on supprime la fin, on raconte l'histoire. Moi, là, j'ai fait très court, on pourrait donner plus de détails. On explique l'activité. On demande de poster de manière privée, on fait rédiger une fin plausible et on lit sa propre fin, puis on peut les comparer. Et à ce moment-là, on peut avoir une discussion. Donc, dans ce que vous avez proposé dans le clavardage ici, la discussion pourrait nous amener sur finalement les stratégies d'apprentissage, puisqu'on parle de ludification, activité interactive, de collaboration, de travailler avec des collègues, parce que finalement, ensemble, on va plus loin. Hein. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et parfois, seul, finalement, on va nulle part. En fait. Alors, du coup, l'idée, c'est ça. Puis donc, à travers les messages que vous m'avez dit, je ne le ferai pas maintenant, mais je pourrais commencer à lancer une réflexion sur la thématique
la collaboration, l'enseignement à distance ou la ludopédagogie, partir de vos réponses. Des stratégies comme celle-là, il y en a 29 autres dans l'ouvrage que je vous ai dit. Vous voyez, ce n'est pas tellement compliqué à mettre en œuvre. Et ça donne juste un autre kick, un autre goût à votre activité. Ça sert pour des brise-glaces, ça sert pour introduire des activités plus... un jour, il décide de consulter tes collègues de travail pour connaître leur stratégie. Oui, juste regarder sur un dernier. C'est bon, donc voilà. Donc, je fais une pause par rapport à ça. Ce petit type de tweeting, d'emphase, est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre communauté aujourd'hui qui veut juste réagir, un commentaire, faisable, pas faisable, sympa, mais pas utile? Ce serait quoi votre idée dans ce genre de petite mise en action pour essayer d'amener de l'interaction? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce genre? Je prends un petit échantillon que quelqu'un veut écrire dans la page, dans le clavardage, prendre le micro, qui aurait le goût de commenter, par exemple, cette courte expérience qu'on vient d'avoir. Utile dans une mise en contexte. Effectivement. Ce qui peut être intéressant aussi, si vous le faites de manière après, si vous voulez partager, parce qu'on peut télécharger le chat et après partager ça, on pourrait comparer et commencer vraiment à générer des conflits cognitifs dans un climat de bienveillance, évidemment. Bon, ouais. Petite réponse. Non. Sentez-vous libre de participer ou d'intervenir si jamais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une activité dynamique en ligne, et il y en a plein d'autres. Il y en a une que je vais vous dire oralement, même si on ne la fait pas, c'est que quand vous faites un sondage, avant d'afficher les réponses du sondage, ce qu'il propose, par exemple, c'est de faire deviner aux gens, à votre avis, quelle est la réponse qui a été la plus utilisée. Et pourquoi. Les gens vont dire, ben, nous, on pense que la majorité du groupe a répondu ça, et puis on affiche les réponses du groupe, et à ce moment-là, on a notre perspective, et on voit nos biais cognitifs aussi, des choses comme ça. Donc, c'est tous des petits tweetings qui fait qu'on peut commencer à mettre de l'animation et à créer un mouvement dans sa classe. Voilà. La deuxième idée que je voudrais, qui vient aussi d'un des deux ouvrages, vous l'avez sûrement déjà vu, cette roue-là, la fameuse roue des émotions. Alors, c'est bien les émotions. En neuropsychologie, on nous parle des émotions. On nous dit finalement que ce n'est pas si clair, que la mémoire et l'émotion, c'est lié. Donc, la fameuse question, on vous l'a sûrement déjà posée, donc je vais vous la poser, mais je ne vous demanderai pas de répondre. Première question que je vous demande de répondre dans votre tête, peut-être, ce serait qu'avez-vous mangé samedi passé à midi? Donc là, nous sommes jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a 5 jours, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez mangé? Donc potentiellement, une partie d'entre vous s'en souviendra et potentiellement une autre partie ne s'en souviendra. Si je vous demandais, et ça ne vient pas de moi, donc j'ai oublié la personne, vous avez vu l'exemple, mais c'est ce rendre à César qui est à César. Si je vous disais où étiez-vous le 11 septembre, alors que les 2 tours se sont écoulés, ben, généralement, une majorité d'entre vous vous en souvenir. D'accord. Donc, cette idée de l'émotion, c'est compliqué. Parce que quand on est prof, à l'université ou dans les collèges, on est dans la rationalité, la logique, on est dans les processus, on est peut-être moins dans l'émotion, on ne donne pas des cours de théâtre. Donc, on a du mal avec ça. Généralement, dans le privé, on va essayer de détonner le côté un peu marketing, évidemment, on va venir dans la formation. Alors, je vous donne un exemple d'une étude de cas qui va lier à ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'émotions. Si jamais la roue, vous ne la connaissez pas, c'est la roue de Plutchik. Et donc, en fait, les couleurs vous disent que finalement, quand on mélange, par exemple, colère et anticipation, vous allez arriver à de l'agressivité. Si je mélange de l'anticipation et de la joie, je vais arriver à de l'optimisme. Et donc, vous voyez un petit peu les couleurs. Donc, il y a des émotions de base à partir desquelles, quand on les mixe, on va se retrouver sur des autres émotions. Comment on peut utiliser ça en e-learning? Si vous tapez dans Google la roue de Plutchik plus e-learning, vous allez trouver des articles professionnels qui vous disent comment on pourrait utiliser des émotions en formation professionnelle. Et on en parle un petit peu moins au départ, peut-être dans un contexte académique. Donc, je trouvais ça intéressant de revenir avec une étude de cas par rapport à ça. Alors, on voudrait scénariser une suite d'émotions. Je pense à mes étudiants, j'arrive. Quelle émotion on voudrait leur donner? D'accord. Donc, on se souvient qu'il y en a là. Alors, vous donnez une idée. Je voudrais leur faire peur, je voudrais qu'ils soient surpris, je voudrais qu'ils aient confiance. Et c'est quoi la suite d'émotions que je voudrais leur créer? Donc, on va essayer de penser ensemble à un exemple d'une suite d'émotions. On ne va pas parler de pédagogie, on va juste parler d'une suite d'émotions. Je voudrais d'abord qu'ils soient surpris. Après, peut-être que je voudrais qu'ils aient un peu peur. Et puis après, je voudrais qu'ils soient
qui aient de la confiance. Donc, on va essayer de penser à ça. Dans un des travaux que j'ai été amené à faire, je vais vous montrer un exemple. Étude de cas pour aujourd'hui. Vous avez des personnes en entreprise donc, qui doivent vendre des radios-réveils pour des réveils qui sont la lumière du jour, qui vous permettent en fait d'améliorer votre cycle du sommeil. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Un des grands problèmes de notre société, c'est qu'on ne dort pas bien. Et du coup, ces personnes-là, elles doivent vendre ces radios-réveils. Donc, on veut faire un module auto-formation au départ, puis on va essayer de transposer ça dans l'idée d'une classe virtuelle. Donc, on veut les amener à avoir une analyse et avoir une réflexion sur la démarche de son sommeil et en même temps, qu'ils soient capables de s'intéresser à ça pour vendre ça. Ça, c'est le mandat que l'entreprise nous dit, tiens, nous, on vend des radios-réveils, des radios avec la lumière et le réveil, et on voudrait que nos employés connaissent mieux, finalement, parce que nos clients connaissent mieux les cycles du sommeil, profond, pas profond, que nos vendeurs, et ça pose un problème. Okay. Donc, à l'issue de la séquence, l'apprenant il va être capable donc, de parler des cycles du sommeil, il va être capable de vous expliquer, identifier les dangers, vous avez vos objectifs traditionnels. D'accord. Ça, généralement, quand vous formulez vos objectifs de cours, vous les avez, ces objectifs-là. Expliquer, identifier, décrire, présenter, c'est des choses qu'on a quand on planifie un cours. Bon. Vous avez un petit schéma du cycle du sommeil, si jamais cela m'intéresse. Aujourd'hui, il y a même des applications qui vous disent si vous dormez bien ou pas. À partir de ce moment-là, si vous vous demandez de réfléchir brièvement à quelle serait l'émotion visée, je vais vous donner un exemple dans un instant. Parce que l'émotion, on voudrait enchaîner. Je sais que l'exercice va être un peu rapide, mais juste pour vous donner une idée, d'envisager la scénarisation peut-être de manière un peu différente, uniquement dans une transition pédagogique. Donc, on doit former au cycle du sommeil, on doit former à ces objectifs pédagogiques qui sont ici en dessous. Expliquer le cycle du sommeil, identifier les dangers, si on ne dort pas assez, décrire le rôle primordial des cycles du sommeil, présenter les effets positifs de la lumière solaire et donc d'acheter finalement notre appareil. Est-ce que quelqu'un dans le clavardage pourrait me dire ce serait quoi la suite d'émotions? Je viens de trouver le document que je partage, Mental Health, troupe pédagogique. Un grand merci. Super. Et la route de Pitchik, et puis merci Kim pour l'invention. Alors, si on devait commencer par une émotion, quel type d'émotion on voudrait commencer? On doit expliquer à des gens comment fonctionne le cycle du sommeil. En biologie, par exemple, je sais pas. À votre avis, donnez-moi juste une émotion. Qui serait prêt à me dire une émotion? On commence avec la confiance, on essaie de commencer avec de l'intérêt. Est-ce qu'on va commencer avec de la surprise, de l'étonnement, de la peur, à votre avis? Avec quoi on commence? La peur, ouais. L'angoisse, exactement. Une fois qu'on aurait vu de la peur et de l'angoisse, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait rebondir sur autre chose. Alors, juste pour vous montrer un peu une idée, puis ça peut se faire en classe en ligne aussi. Donc ça, c'est un travail, c'est réel, qui a été réalisé. Donc, on s'était dit, on va commencer avec une petite vidéo qui va créer donc le questionnement. Bon, je ne vous ai pas mis toutes les émotions dans les photos, là, dans la roue de Pitchik. Donc ici, la vidéo présentera les faits marquants d'une étude, les Français et leur sommeil, et donc qui nous parle un petit peu de la prise de conscience et le questionnement par rapport au sommeil. À partir de là, on veut créer l'intérêt. Donc on voudrait que les gens s'interrogent sur leur propre cycle du sommeil. On crée un petit sondage pour prendre conscience à l'apprenant de ce qu'est son propre sommeil à lui. Parce qu'il y a aujourd'hui des outils en ligne. Et si vous voulez calculer votre cycle du sommeil, vous trouvez des outils qui vont vous aider à déterminer si vous avez un problème dans votre rythme circadien. Une fois qu'on a réussi à se questionner sur l'histoire, qu'on a créé de l'intérêt, on pourrait arriver à créer de la peur, mais on pourrait commencer par de la peur aussi, en se disant, tiens, il y a un article qui est intéressant qui se dit « Les Taïwanais tombent de mort après avoir joué 40 heures à Diablo ». Histoire réelle. De nouveau, on est dans l'authentique. Et donc, on présente 3 faits de vivre authentiques qui sont liés à ça. Donc là c'est le professeur qui le donne. Après, on pourrait même imaginer leur demander à eux de faire de la recherche par rapport à ça et de trouver des faits authentiques, vraiment d'actualité. Et on en trouve, quand on cherche, des cas très dramatiques là, de manque de sommeil. Une fois, mettons qu'on a créé le questionnement, on a fait un retour sur soi avec notre propre rythme circadien, on a compris que le fait de ne pas dormir,
ça nous amenait à pouvoir mourir, à ce moment-là, on va amener de la confiance et de la vigilance. Alors, c'est quoi? On va amener justement les éléments de clé de théorie pour dire, justement, voici comment est-ce qu'on peut faire attention, nanana, puis là, on arrive là-dessus, et puis on peut venir sur de la joie ou de l'optimisme. Donc, une des stratégies, dans cette stratégie d'animation ou de scénarisation, qui peut se faire autant en ligne que dans votre scénarisation pédagogique, c'est d'essayer de penser dans votre activité, dans votre séquence, quelles sont les émotions que vous voulez susciter, que vous allez après rattacher à vos objectifs pédagogiques qui étaient présents. Donc ici, on va avoir une étude qui nous parle du questionnement sur le cycle du sommeil. On va avoir une meilleure compréhension de notre propre cycle avec une application des éléments qui existent. On va avoir des conséquences pour le manque de sommeil et on va recevoir de la théorie qui va nous expliquer un peu mieux c'est pourquoi c'est important, c'est quoi le rôle de la lumière par rapport aux appareils que nous avons tous et qui malheureusement altèrent notre cycle du sommeil. Donc, ça, c'est la roue de Plutchik, c'est-à-dire jouer avec les émotions pour scénariser. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que c'est à laquelle vous pourriez songer dans votre scénarisation? À quoi ça vous fait songer l'idée de scénariser un module à partir des objectifs pédagogiques en essayant d'abord de penser à l'émotion et de créer une suite d'émotions? Si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Ok, 34. On a encore 2 activités. Je ne sais pas pour le marketing et la communication, mais j'aime l'idée d'intégrer dans la pédagogie. Super. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on vous fait peur, vous allez acheter. Donc, l'idée, souvent, c'est qu'on va jouer en psychologie, marketing psychologique, on va jouer sur les émotions. Et puis, je vois qu'il y a une main levée. Alors, je vous en prie, prenez la parole, excusez-moi, je n'avais pas vu. Non, je m'excuse. En fait, je voulais réagir sur votre question, mais quelqu'un a réagi dans les chats, là. Si parfait. Je n'ai jamais entendu parler, je trouve ça super intéressant. Je me demandais si on applique cette méthode de la roue, on peut l'appliquer dans tous les âges, dans tous les niveaux d'âge, les enfants, les adolescents, les adultes. Est-ce que vous conseillez En fait, sans tomber dans des grandes théories maintenant universitaires, si vous voulez, là, ce qu'on veut essayer de faire tous ensemble, c'est se sentir proche. Donc aujourd'hui, on ne se connaît pas, nous sommes 35, un partage d'écran. Il y a Olivier qui est là, qui essaie de montrer des choses. Est-ce qu'on peut pas en proche? Est-ce qu'on on se parle un petit peu, vous m'écoutez? Mais l'idée, c'est que, on a 40 minutes, on est là, des adultes, pour essayer de découvrir ou en tout cas d'échanger ensemble. Mais imaginez que vous êtes avec des enfants de 8 ans, comme c'est le cas en Ontario, encore pour le moment et encore pendant 3 semaines. Et du coup, l'idée, c'est que quand votre enfant arrive le matin dans une classe virtuelle, ou quand votre étudiant arrive, ou quand votre employé dépendant arrive, quelle est la première émotion que vous voulez lui donner, en gros, avant même de penser à votre apprentissage, votre stratégie d'enseignement? Je veux qu'il se sente bien, je veux que... Donc, on va essayer de trouver une activité qui va générer l'émotion. Avec beaucoup d'humilité, je vous dirais que si on arrive davantage à intégrer nos émotions dans l'apprentissage et d'essayer d'y songer sans limiter les objectifs pédagogiques, je ne vous dis pas de... C'est important qu'on reste sur les objectifs pédagogiques, mais qu'on essaie de les associer et qu'on pense notre séquence. Le matin, ils vont être en forme. L'après-midi, on sait qu'après le dîner, on est toujours un peu plus fatigué, c'est des longues journées, la Zoom fatigue, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme émotion pour essayer de chercher ça? Donc, c'est juste de penser, d'associer un apprentissage à une émotion précise. Exactement. Exactement. Donc, je vous dirais que il ne faut pas être psychologue pour ça. Ce n'est pas de la manipulation ni rien. C'est juste, on veut les faire rire. Alors, on sait que le rire, c'est super important. C'est toujours dangereux parce que si ça ne marche pas, il n'y a personne qui rigole. Mais l'idée, c'est que si on trouve quelque chose d'intéressant et qu'on arrive à faire rire, boum, l'ambiance est différente dans votre classe, le climat devient chouette. Et là, on est capable de mettre de l'apprentissage derrière. Donc, c'est souvent des stratégies qui permettent d'innover. La musique, je n'en ai pas fait aujourd'hui, parce que je ne sais pas faire ça, mais je commence toujours mes cours avec de la musique. Donc, ça, c'est quelque chose, je fais des playlists avec mes étudiants et des choses comme ça. Donc, les sons, l'image. Et vous voyez, je suis debout, on va y arriver dans un instant. Intéressant, la crise sanitaire du Covid, l'apprentissage isolé à la maison a généré beaucoup de stress dans l'entreprise. Absolument. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai eu la chance d'accompagner un prof de théâtre au campus Saint-Jean. Puis il était tout perdu parce qu'évidemment, donner cours de théâtre à distance, ça ne se fait pas. Et on a travaillé sur le silence. C'est vraiment intéressant. Parce qu'au-delà de la caméra qui s'ouvre ou qui se ferme, on a fait tout le contrôle là-dessus, la voix. Puis moi, je ne sais pas si c'est ma bonne voix, mais la voix du diaphragme.
pas la voix de tête, avoir une voix rassurante, comme une voix de radiophonique. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Oli. Donc l'idée, c'est d'avoir notre compréhension de notre voix, en tout cas. Avant-dernier exercice, il me reste 3 minutes, donc évidemment c'est trop court. Le petit peu de passer en présentiel, on s'en sur les réactions des étudiants, la difficulté de réussir à passer en modalité à distance au travers d'une caméra. Exactement. C'est pour ça que si vous y songez à vos émotions, vous allez avoir des supports numériques qui vont vous accompagner pour ça. Mais c'est pour la réflexion aujourd'hui. On est une communauté de réflexion ensemble, donc c'est ça. Le design thinking, probablement que vous en avez déjà entendu parler, c'est pas mal nouveau. C'est pas nouveau dans le sens, c'est-à-dire du marketing de nouveau. C'est IDEO, une boîte de marketing qui a lancé la pensée de conception. Aujourd'hui, pour tous les enseignantes et enseignants en milieu francophone, canadien, tout confondu, a accès à des formations gratuites en design thinking, par exemple avec le cadre 21, qui est un des partenaires du REFMAT, donc je fais un petit clin d'œil en même temps. On a aussi des formations gratuites à eCampus Ontario sur des badges qui sont vraiment très intéressants. Ce n'est pas exactement le design thinking, mais il y a quand même des formations professionnelles pour les enseignantes ou pour les professeurs d'université. Et donc, l'exercice qu'on va faire maintenant rapidement, on n'aura pas le temps de le faire jusqu'au bout, mais ce bout, je vais vous donner une idée, c'est qu'en fait, quand vous avez votre animation de classe virtuelle, c'est de passer avec vos élèves à travers les 3 étapes, ou du moins essayer de passer au minimum les 2 premières étapes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire de la découverte ensemble? Comment est-ce qu'on arrive après à faire de l'interprétation, à trouver du sens? Il y a beaucoup d'activités de design thinking qui permettent justement davantage d'animation de nouveau au départ, même si ça arrive en éducation de plus en plus, mais qui vient quand même du privé, potentiellement qui sont connus, mais je vais vous montrer juste un exemple de ça. Donc, là, évidemment, j'ai vu trop long dans ma présentation, comme à chaque fois, donc on va juste le faire un petit peu en quelques minutes pour vous donner un aperçu. On parle souvent de cartes conceptuelles, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui existe, on sait que c'est utilisé. Et donc, là, l'idée, c'est que je voudrais avec vous faire un petit remue-ménage sur une question. Donc, on va essayer de dire tout ce qu'on passe par la tête pendant quelques minutes sur un mot que je vais vous mettre au milieu de l'écran. À partir de là, ensemble, si on a un petit peu le temps, on va essayer de les classer. Qu'est-ce qu'il y a d'avantage? Qu'est-ce qu'il y a un défi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas classer? Et on va essayer d'identifier les problématiques générales. Et donc, ce qu'on veut faire de manière inductive, c'est de faire émerger de votre esprit, de votre tête, vos idées. Donc, il est 3h40. Donc, si je vous demandais animer une classe virtuelle, et que je vous demandais de prendre votre crayon dans Zoom, votre outil d'annotation, pardon, excusez-moi, voilà, et que je peux partir en mode diaporama. Okay. Et donc, vous prenez votre petit crayon et vous essayez de me dire, ben, tiens, on peut faire au départ, essayer de mettre des idées. Quand vous pensez animer une classe virtuelle, vous pensez à quoi? Alors, dans les règles d'animation, on ne peut pas parler, on ne peut pas écrire de phrases, on fait juste mettre des mots ou des dessins, ce qui vous vient en tête. Et je vais vous donner, il est 41, je m'excuse, il va me dire qu'il est encore droit à 5 minutes. Je vais juste mettre quelques mots-clés pour vous donner une idée. Oui, tu as encore du temps, Olivier. Okay. Moi, si je vérifie, j'avais encore 5-6 minutes. Donc, pour l'exercice, est-ce que vous seriez d'accord, certains parmi vous, de prendre votre crayon dans Zoom et d'essayer de me mettre des mots-clés autour d'une image? Animer une classe virtuelle, à quoi vous songez? Je vais prendre mon petit livre aussi, on va parler un petit peu de ça après. Et donc, à votre avis. Vous pouvez aussi prendre l'outil texte en haut dans les options à noter. Comme ça, vous l'écrivez avec le texte. Oui, dans le haut de l'écran, j'ai Cécile qui demande où. Dans le haut de l'écran, dans les options d'affichage, vous avez annoter et vous pouvez prendre aussi l'option texte si vous n'avez pas de crayon. Exactement. Vous allez avoir différents outils possibles. Et donc, il y a autre chose que je voudrais vous montrer. Un petit dessin pour vous motiver. On a noté. Et donc, vous voyez, vous commencez à rédiger instructions claires, interaction, participation, sous-groupe, tout ça. Donc, imaginez que vous commencez votre classe, ou même après votre activité brise-glace, vous avez demandé une lecture à vos apprenants. Ça m'est souvent arrivé, je suis encore un étudiant à l'université, de dire, bah, tiens, ok, alors qui a retenu les idées principales du texte?
Et vous avez ce silence olympien du Xulus qui est là, puis il n'y a personne qui verra. Et puis en plus, les caméras sont éteintes. Alors là, on se sent tout le monde. Potentiellement qu'on aura plus de chances de mettre juste un mot, une question, et sur base du texte qui s'est amené à lire, de mettre des mots-clés, puis à partir de là, de les catégoriser. Donc, mettons que maintenant, je voudrais les catégoriser. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Donc, on va voir là-dedans. Donc là, je prends un autre outil de zoom. Je vais prendre le fameux brillance. On pourrait même le souligner en rouge si je voulais. Alors, mon coco, tu es où? Non, c'est pas grave, je vais les entourer. Donc ici, mettons que je vais dire qu'en rouge, c'est négatif. Alors si on peut, et parfois on va demander aux personnes, elles sont aussi explicitées. Donc si je veux voir organisation en sous-groupe, est-ce que c'est une opportunité, ou est-ce que c'est un défi, ou est-ce que c'est les deux? Alors les personnes pourraient dire, ben, moi je trouve que c'est une opportunité. Alors on va le mettre dans une autre couleur, on va le mettre en vert. Ça m'est arrivé qu'on me dise, ben, finalement, moi je trouve que c'est difficile de gérer les sous-groupes, tout ça, c'est du travail, donc là on va le mettre en rouge. Et donc, du coup, on va mettre les deux couleurs, si vous voulez, ainsi de suite. Donc là, on peut l'entourer. Oui, c'est parfait. Et du coup, on peut commencer comme ça à classer. Et après, essayer d'identifier c'est quoi nos problèmes les problèmes et les avantages les plus grands. Donc, mettons que là, je le mets en rouge. Après, je vais le mettre en vert parce qu'on estime que c'est un problème et une opportunité. La scénarisation, de nouveau, ben, comme on le fait un peu vite, je vous demanderai normalement de m'expliquer quand vous dites pénalisation, est-ce que c'est plutôt une difficulté, pas le temps, des choses comme ça. Donc, mettons que c'est ça que vous me dites, je vais le mettre en rouge. Et ainsi de suite. Ou je pourrais même être plusieurs manières de catégoriser. Une fois qu'on a catégorisé ça, on va avoir du rouge et du vert. Et on pourrait se dire, OK, mais c'est quoi le vrai problème par rapport à une email classe actuelle? Et puis là, on pourrait commencer à creuser davantage, par exemple, cette question-là. Donc ça, ce sont des activités de design thinking. Dans l'ouvrage de Didéo, qui s'appelle le design thinking pour les enseignants, vous allez retrouver beaucoup de fiches d'animation très intéressantes. Et dans la formation de cadre 21, il y a aussi une formation gratuite de design thinking qui est vraiment très intéressante aussi. Et donc, ce sont des choses, évidemment, il faut être enseignant, pas au collège ou à l'université. Mais vous allez quand même trouver beaucoup de littérature sur le design thinking en éducation, indépendamment de où vous allez le chercher. OK. Dernier point que je voudrais voir avec vous, donc je vais effacer ça. Je vais reprendre mon petit flèche, dans mon diaporama. Je voudrais amener ce point-là. Nicolas Roland. Alors, ce n'est pas parce qu'il est belge, et puis je suis à moitié belge, à moitié italien. Peut-être vous connaissez le nom. Le REFAD a tweeté ça il n'y a pas longtemps, puis il l'avait posté il y a peut-être plus d'un an déjà. Donc, c'est quelqu'un un petit peu, j'ai envie de dire comme moi, mais je ne me compare pas dans le sens que je ne me sens pas plus ou moins, quoi que ce soit, mais il est d'un côté chercheur à l'université, il fait le certificat d'enseignement en pédagogie universitaire, et il est entrepreneur de l'autre côté. Et je trouve ça intéressant parce que vous voyez, je suis debout, j'ai une tablette graphique qui est là, j'ai une autre tablette qui est là si j'avais mis mon déroulé. Et donc, c'est que j'ai un micro que j'appelle mon micro Star Wars qui est là. Et donc, l'idée, c'est qu'on sous-estime beaucoup l'infrastructure, votre environnement de travail. J'ai une super caméra devant moi, je peux reculer, vous voyez toujours bien, vous voyez. J'ai un peu d'espace, j'ai un lieu qui est plus ou moins calme. J'ai pas de casque pour le coup, mais même s'il fallait, j'ai mes petits casques Bluetooth que je pourrais mettre dedans, si jamais on devait éviter les casques. Donc, ce que j'essaie de dire, et ce que vous pourrez retrouver sur son Twitter, parce que tous les petits points sont cliquables, c'est qu'aujourd'hui, si on veut enseigner en ligne de manière professionnelle, et c'est souvent plus dans le privé qu'on va voir ça, on va avoir une table qui se lève, on va avoir un bon micro, on va avoir une super caméra, on va avoir quelque chose qui enlève les quand on parle. Et donc, on va vraiment être équipé. Aujourd'hui, c'est certain que c'est difficile pour tous les conseils scolaires. C'est des coûts, il y a beaucoup d'argent dans tout ça, donc je ne dis pas que c'est facile. Mais il y a une vraie réflexion sur notre posture. Ma voix n'est pas la même si je suis assis que si je suis debout. Mon énergie n'est pas la même non plus. Et mes outils ne vont pas être les mêmes. Pour ceux qui ont vécu, comme la plupart, j'imagine, aujourd'hui, qui ont de la famille encore scolarisée, qui ont vécu des enfants à la maison, je serais étonné de vous demander, je ne le ferai pas, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes de son? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de caméra avec les professeurs, la caméra qui ne fonctionne pas, le son qui nous fait des larcènes dignes de Nirvana? Bon, c'est ça le problème. Hein. Donc l'idée, c'est que la pyramide de Maslow, même si Maslow est discutable, mais quand même, la survie, avant tout, c'est un bon son, une bonne caméra, et de me sentir libre de mes mouvements. Autre chose que je trouve vraiment intéressante, c'est la tablette graphique.
Ma conjointe enseigne depuis 7 ans dans un conseil scolaire en Ontario. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je l'avais reprise, mais elle fait ses corrections avec une tablette graphique. Donc, l'idée, c'est de penser à nos outils, penser à notre posture et penser à notre environnement de travail. Mais j'entends qu'il y a un coût derrière ça. Je ne dis pas que c'est évident, mais je dis juste que ça vaut la peine d'y songer pour peut-être professionnaliser davantage aussi notre métier. Voilà, c'était un petit peu le dernier point d'ouverture que je voulais vous faire. Il est 48, j'ai dépassé un tout petit peu, je m'en excuse. J'espère que là-dedans, il y a quelques idées rapides que ça a pu vous donner. L'idée, c'est plus que vous plongez par vous-même après dans ces idées-là si ça vous tente. Et au plaisir d'échanger sur Twitter, n'importe où,